Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie d'être en distanciel ce matin, mais d'être là en tout cas. Je remercie d'ailleurs très chaleureusement Ludmila Montero et Aurélie Coq-Belin avec qui on a pu échanger tout au long pour la construction de ce webinaire. Merci beaucoup à vous deux et c'est grâce à vous aussi que nous sommes là ce matin. Je m'appelle Clémentine Golgenciel, je suis maîtresse de conférence à l'Université de Bourgogne et plus précisément au laboratoire Siméos. Le laboratoire Siméos est un laboratoire de sciences de l'information et de la communication et nous sommes structurés en 3 axes de recherche. Un premier axe qui porte sur les problématiques territoriales, un deuxième axe qui porte sur la santé et la médiation des savoirs. On a par exemple tout un projet depuis quelques années sur l'anti-vaccin, qui doit bien vous parler actuellement. Et un troisième axe que je copilote avec ma collègue Anne Parisot qui porte sur l'alimentation et la gastronomie. On a divers projets de recherche autour de ces 3 axes. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement de 2 recherches en lien avec l'alimentation, puisque c'est mon domaine de spécialité, et qui ont fait la jonction avec la notion de bien-être et de bien-être alimentaire. Ainsi, je vais articuler mon propos en 30 points ce matin. Le premier, je vais vous parler du bien-être et de l'alimentation, notamment en vous parlant d'un travail que l'on a conduit autour de l'alimentation à l'hôpital et de la place de l'alimentation dans la prise de soins des patients. Dans un deuxième temps, je vous parlerai des discours mis en circulation autour du bien-être. Donc ça fait l'objet d'un deuxième projet de recherche qui va travailler sur les discours en circulation autour de l'alimentation et du bien-être. Donc je vous en donnerai les quelques remarques et conclusions. Et enfin, je ferai une mise en perspective en faisant le lien entre ces 2 recherches que nous avons pu conduire. Alors, comme je l'ai dit, le bien-être et l'alimentation, on a commencé à s'en saisir dans un contexte très particulier. On s'en est saisi dans un contexte de l'hôpital. Donc, a priori, la notion de bien-être à l'hôpital, ce n'est pas la première notion qui vient à l'esprit lorsqu'on investit cet environnement-là. On a commencé à construire un projet qui s'est étendu de 2015 à 2019, qui était le projet ALIMS, Alimentation et lutte contre les inégalités en milieu de santé, où nous travaillons notamment avec 2 établissements de santé de Bourgogne, le Centre Leclerc, le Centre Georges-François Leclerc, donc le Centre de lutte de référence contre le cancer régional, et le CHU de Dijon. Aujourd'hui, une des principales difficultés de l'alimentation à l'hôpital, c'est la dénutrition. Il faut savoir que 20 à 40% des patients qui arrivent à l'hôpital sont dénutris et que leur état nutritionnel tend à se dégrader pendant le séjour hospitalier. Donc, l'un des objectifs du projet ALIMS était notamment de développer un outil de caractérisation du bien-être à l'hôpital et du bien-être alimentaire, donc outil supplémentaire permettant de lutter contre la dénutrition et allant au-delà, par exemple, des fiches de suivi alimentaire, par exemple, où on suit la consommation des patients. Là, c'était pour aller un petit peu plus loin et avoir un outil à disposition des soignants. Alors, quand on s'est saisi de cette question du bien-être, une des premières questions qu'on s'est posées, c'était justement la caractérisation de celui-ci, la mesurabilité de celui-ci, puisque lorsqu'on pense bien-être, on pense souvent subjectivité et on peut se demander est-ce qu'il n'y a pas autant de bien-être que de personnes sur Terre. Donc, l'idée, c'était d'arriver à trouver des variables communes, des déterminants communs. Alors, je ne vais pas aujourd'hui vous donner à voir tout le questionnaire qu'on a pu développer, ni toute la revue bibliographique qu'on a pu faire sur le sujet. Par contre, on l'a publié en 2020 avec 3 autres collègues, David Michon, Émilie Ginon et Marie-Claude Brindisi, qui est médecin au CHU de Dijon. Un article intitulé « Le bien-être alimentaire du quotidien à l'institution hospitalière, de nouveaux enjeux normatifs ». Et cet article est disponible en ligne librement, donc vous pouvez le consulter. Je vais juste vous en lire un tout petit passage où justement on s'est intéressé à cette caractérisation du bien-être. Le bien-être, champ de recherche en quête d'outils de mesure validés, se trouve consacré comme un idéal régulateur, tiraillé de toutes parts vers plusieurs disciplines de sciences humaines et sociales, sociologie, psychologie, économie. Si des notions comme le confort et la qualité de vie se différencient du bien-être, les chercheurs s'accordent sur ces nombreuses composantes physiques, sociales, émotionnelles, psychologiques, intellectuelles, spirituelles, sans que des délimitations soient clairement établies.
de cet article et de ce qu'on a pu publier autour de ça. Alors, quand on pense bien-être alimentaire, souvent, on pense à Hippocrate, alors, qui n'a pas parlé de bien-être, mais qui a parlé de santé, puisque Hippocrate, il y a cette phrase extrêmement célèbre que ton alimentation soit ta première médecine. Et on verra que la notion de santé et bien-être, les notions de santé et bien-être sont souvent utilisées ensemble et conjointement. J'y reviendrai. Je vous disais, on a essayé de faire un outil de mesure du bien-être alimentaire et pour faire cet outil de mesure du bien-être alimentaire, nous sommes partis de travaux qui avaient déjà été élaborés par des chercheurs de Bourgogne-Franche-Comté. Il s'agissait du projet BALI, donc un projet qui visait à mesurer le bien-être alimentaire des personnes. Le projet BALI avait développé un questionnaire extrêmement long et extrêmement complet puisqu'il faisait plus de 170 questions en embrassant aussi bien des notions physiologiques comme par exemple le confort digestif que les notions contextuelles de savoir avec qui on avait mangé, avec qui on était. Donc, c'était un travail extrêmement complet, mais trop long pour des personnes qui étaient hospitalisées où généralement le degré de fatigue est élevé et donc il fallait travailler à diminuer ce questionnaire-là pour pouvoir l'adapter au contexte hospitalier. Donc, on n'est pas parti de rien, on est parti d'une littérature très foisonnante, on est parti d'outils déjà existants autour du bien-être alimentaire et nous avons essayé ensuite d'adapter ces outils à la question du contexte hospitalier. Et donc, dans le cadre du projet ANIMS, donc, en tout, on a fait beaucoup d'entretiens, mais sur cette question de l'alimentation à l'hôpital, sur la question du bien-être alimentaire, pardon, on a conduit 52 entretiens dans 3 unités de soins, donc au CHU de Dijon, en endocrinologie, en traumatologie et en cardiologie. Donc, des questionnaires, des entretiens qui ont été conduits dans des unités de soins où il y a des pathologies qui peuvent être directement liées à des questions alimentaires et des pathologies qui ne le sont pas, mais aussi avec des durées de moyenne de séjour qui sont très variables, puisque généralement en traumatologie, on est sur des durées de séjour qui vont de plusieurs semaines à plusieurs mois, là où sur l'endocrinologie, on va être sur quelques jours. Si on regarde un petit peu ce qui est ressorti de ces entretiens, c'est que la notion de bien-être, elle revient de manière très spontanée. Quand on mange quelque chose qui nous fait plaisir, c'est un bien-être pour moi. Si on mange bien, on vit bien. C'est mieux de bien manger. Après, ça ne changera pas grand-chose au résultat de la maladie. Et puis, une phrase qui pour moi est très importante, c'est la question de si c'était à refaire, peut-être que je ferais attention et que je ne ferais pas la même chose. Et on se rend compte qu'en période de maladie, souvent, les comportements alimentaires antérieurs sont remis en question et ça nous renvoie véritablement à ce qu'on appelle au principe d'incorporation, donc le principe d'incorporation qui a beaucoup été étudié par les anthropologues et qui nous renvoie à l'idée de « je suis ce que je mange » et donc si je suis malade, c'est peut-être qu'à un moment donné, j'ai mal mangé. Alors ça, cette phrase-là, elle nous interroge et elle nous amène à une échelle qui nous a beaucoup intéressés dans le développement de nos travaux. C'est l'échelle des décisions alimentaires. Alors cette échelle, elle a été développée successivement par 3 chercheurs, Jean-Pierre Poulain, Dominique Desjeux et Jean-Jacques Bouteau, qui se sont intéressés aux déterminants des choix alimentaires. Donc, il y a les besoins biologiques, qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre? Il y a les dimensions autosphériques, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas? Il y a les dimensions autosphériques, les interactions sociales, la communauté dans laquelle j'évolue. Par exemple, si je suis dans une famille végétarienne, peut-être que j'aurai plus de chances, entre guillemets, d'être végétarien, ou peut-être qu'en opposition, je vais être omnivore. Le niveau mésosphérique, et ça, ce niveau, il nous intéresse beaucoup. C'est quels sont les discours mis en circulation autour de l'alimentation qui vont expliquer aussi un ensemble de représentations que l'on peut avoir de l'alimentation. Aujourd'hui, si on regarde les discours autour de l'alimentation, ils sont extrêmement nombreux. Déjà, si je regarde seulement les discours institutionnels, aujourd'hui, on voit qu'il y a 3 ministères qui nous parlent de l'alimentation. Le premier ministère, c'est le fameux Manger-Bouger du Programme national nutrition santé, donc qui vient du ministère de la Santé. Donc le PNNS qui a été développé en 2001, donc cela fait 20 ans maintenant, donc avec Manger-Bouger, manger 5 fruits et légumes. Et de nombreux chercheurs, notamment d'une équipe toulousaine, se sont intéressés à ces discours-là et à leurs impacts sur une forme de nutritionnalisation des discours autour de notre alimentation. Nutritionnalisation qui a lieu aussi bien dans les discours institutionnels que dans les discours que l'on va retrouver dans d'autres sphères, comme les sphères marchandes, par exemple. Donc, on a le ministère de la Santé. On a aussi le ministère
de l'agriculture avec le Programme national pour l'alimentation qui là valorise les agriculteurs, le terroir, le territoire. Et enfin, plus récemment, nous avons le ministère de l'écologie qui parle également de l'alimentation. Donc, si on regarde juste à niveau institutionnel, on a déjà 3 ministères et 3 formes de discours différents parce que 3 objectifs différents. Un exemple qui illustre parfaitement ça, c'est ce qui s'est passé début 2018 entre Agnès Buzyn et Didier Guillaume. Didier Guillaume ayant dit dans les médias que le vin était un alcool pas comme les autres, et Agnès Buzyn ayant immédiatement répliqué que si le vin était bien un alcool comme les autres et que les enjeux agricoles ne devaient pas avoir des impacts sur les enjeux de santé. Donc ça, c'est au niveau ministériel, institutionnel. Ensuite, on voit qu'on a des discours d'organisation, d'institutions, on a des discours d'influenceurs, de blogueurs, de youtubeurs, je vais y revenir. On a également des médecins, des scientifiques qui parlent de l'alimentation. Ici, je vous ai mis le livre de David Servan-Schreiber, Anti-cancer, qui est vraiment une référence mobilisée par les patients avec qui nous avons pu échanger. Je vous ai mis également un livre d'un ancien industriel, vous êtes fou d'avaler ça, donc industriel qui se présente comme un repenti de l'industrie agroalimentaire. Et enfin, je vous ai mis Gilles Lartigot, numéro 1 des ventes en 2016, avec son ouvrage « Eat », la nourriture originelle, qui promeut notamment l'alimentation crudivore et le jeûne. Donc, vous voyez que si on s'intéresse à tous ces discours autour de l'alimentation, en fait, ils sont très nombreux et on a ce qu'on appelle une cacophonie des discours, c'est-à-dire des discours qui portent des valeurs extrêmement différentes et qui peuvent avoir des impacts donc, sur la manière dont on peut se représenter notre alimentation. Ensuite, on a le niveau macrosphérique, donc tout ce qui est style de vie, contexte social et culturel. Aujourd'hui, par exemple, la notion de durabilité, de responsabilité trouve beaucoup plus d'écho. Et enfin, le niveau métosphérique, donc tout ce qui est croyance, imaginaire, symbolique. Et ça, bien évidemment, c'est aussi lié au niveau mésosphérique et tous ces discours auxquels le consommateur, le citoyen, le mangeur peut être exposé. Alors justement, pour continuer sur la question des discours mis en circulation autour du bien-être, ils sont aussi très nombreux. Si on regarde du point de vue institutionnel, plusieurs institutions, organisations parlent du bien-être. Une des premières dont j'ai envie de parler, c'est l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération de développement économique, qui a été créée en 1961 et qui aujourd'hui regroupe 37 pays membres. Donc l'OCDE a un index, le Better Life, qu'elle a créé en 2011, avec l'objectif d'identifier ce qui contribue au bien-être des individus dans les pays et d'identifier les axes de progrès et de productivité. Et donc, elle a proposé 10 déterminants du bien-être, le logement, l'emploi, l'engagement civique, la satisfaction globale à l'égard de sa vie, l'équilibre travail-vie, le revenu, les liens sociaux, l'environnement, la santé et enfin la sécurité. Le deuxième organisme dont j'ai envie de vous parler, c'est l'OMS. Et je vous l'ai dit, lorsque je vous ai parlé d'Hippocrate, santé et bien-être sont souvent liés. Et l'Organisation mondiale de la santé, donc qui s'est constituée post-Seconde Guerre mondiale, a inscrit la notion de bien-être très tôt dans ses textes, puisqu'elle a inscrit à la conférence de New York, qui était la conférence en préambule à la constitution de l'Organisation mondiale de la santé, et définissait la santé ainsi. C'est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Il faut savoir que cette définition n'a pas bougé depuis 1946, et depuis 1946, l'OMS définit la santé ainsi. Donc la notion de bien-être, on en parle souvent comme une notion à la mode, entre guillemets, mais c'est une notion qui est depuis longtemps dans les discours institutionnels. Enfin, je voulais faire un petit clin d'œil à ma collègue Edith Salzwilman qui nous a parlé de tous ses travaux sur l'alimentation, sur le bien-être et la qualité de vie au travail. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de discours institutionnels sur le travail et le bien-être psychologique qui sont liés aussi à tout un appareillage législatif porté notamment par le ministère du Travail. Donc ça, ce sont les discours institutionnels aujourd'hui, où on voit que la notion de bien-être est bien présente dans ces discours institutionnels. Si on regarde du point de vue des discours marchands, on voit également qu'ils sont très présents. Donc, on a travaillé ici, donc c'est la deuxième recherche qu'on a conduite. Donc, la première, c'était l'enquête portant sur l'alimentation à l'hôpital. Là, c'était une enquête plus globale où on s'intéressait au bien-être mis en circulation dans les différentes sphères de discours. Et donc, on s'est intéressé au discours marchand en étudiant 19 marques dans différents secteurs d'activité, donc la cosmétique et l'hygiène corporelle, l'alimentation, bien sûr, l'électroménager et l'ameublement, et le loisir.
Donc, dans ces 19 marques investiguées, la notion de bien-être est extrêmement présente. Et elle est mobilisée de différentes manières. Et là, on voit que plein de déterminants du bien-être sont mobilisés par les marques. Tempur nous parle d'un bien-être psychologique et physique. Pur Essentiel nous parle d'un bien-être total, et ça, j'y reviendrai. Hein, la dimension très holistique, très globale du bien-être est beaucoup portée dans les discours marchands. Mon Savon nous parle de la conscience de prendre soin de soi, alors que Björg nous parle du respect de soi et du corps. Activia va nous parler du bien-être intérieur et Tropicana va nous parler de sérénité, vitalité, équilibre. Ce que l'on voit dans tous ces discours marchands aussi, c'est qu'il y a vraiment des jeux de synonymie où le bien-être est utilisé pour aussi bien parler de plaisir que d'équilibre, que de sérénité. Donc, il y a une forme où tout est bien-être en réalité, et ce qui fait que la notion devient un petit peu floue dans l'imaginaire des consommateurs. Ce qu'on regarde d'un point de vue iconographique, la manière dont est promu le bien-être par l'image, c'est qu'on retrouve des notions de plaisir, de détente et d'être ensemble. Alors, cette notion d'être ensemble, j'y vais revenir parce qu'on le voit d'un point de vue iconographique, mais on va voir que dans les discours, le bien-être est souvent une variable qui est promue comme quelque chose d'autocentré, comme centré sur soi. Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant quand on s'intéresse au bien-être alimentaire, c'est le nouveau repositionnement de Weight Watchers. En 2019, Weight Watchers s'est repositionné en Wellness That Works, le bien-être qui vous réussit. Donc, il ne s'agissait plus seulement de faire des réunions communes pour parler de sa perte de poids, de calculer ses points par aliment pour faire un régime. Non, Weight Watchers s'est vraiment repositionné dans cette perspective de bien-être global dont je vous parlais, qui est vraiment aujourd'hui promue, en parlant tout aussi bien d'alimentation, d'activité physique, de sommeil, d'état d'esprit. Et donc, là, Weight Watchers, donc Wellness That Works, se repositionne comme coach de vie au service d'un bien-être global qui prend en compte l'alimentation, mais pas seulement. Donc, c'est vraiment prendre en charge l'utilisateur, l'usager ici, comme dans sa globalité. Donc là, on est vraiment dans une perspective qu'on appelle holistique globale. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup promu, ce bien-être global, sur les réseaux sociaux et notamment sur la plateforme Instagram, que l'on a beaucoup investigué ces dernières années sur la mise en scène de soi, sur la mise en scène de son alimentation, sur comment aujourd'hui on met en scène le corps qui se transforme, notamment on met en scène ses assiettes. Hein. Ici, je vous ai mis une image à gauche de healthy food, donc tout ce qui est alimentation saine qu'on va prendre en photo et qu'on va promouvoir sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'on promeut aussi, c'est le corps. C'est le corps et comment le corps se modifie, comment le corps va s'amincir, comment aujourd'hui le corps va se sculpter. Et il se sculpte grâce à une activité physique, mais il se sculpte également grâce à des régimes mis en œuvre et notamment des régimes hyperprotéinés. Donc, on s'est intéressé à ces nouveaux influenceurs et finalement à ces personnes qui deviennent de nouveaux prescripteurs en alimentation, santé et bien-être. Ici, je vous ai mis Laurie Tillman, donc Laurie Tillman, ancienne Miss France, Miss Bretagne, et je ne vous l'ai pas mis seulement pour ça. Je vous l'ai mis parce que depuis sa carrière de Miss France, elle a ouvert un restaurant avec son conjoint Juan Arbelez, un restaurant Vida dans le 15e arrondissement de Paris, dont la signature est se faire plaisir tout en se faisant du bien. Par ailleurs, elle a lancé un ouvrage qui s'appelle 365 jours pour être au top et elle est extrêmement présente sur les réseaux sociaux où finalement elle promeut l'hygiénisme et la minceur, au même titre qu'on peut retrouver cela dans les magazines féminins. Je tiens à souligner l'excellente étude de ma collègue Faustine Régnier de l'INRAE, sociologue à l'INRAE, qui a mené une étude diachronique des discours dans les magazines de santé des années 60 jusqu'à nos jours, montrant les injonctions à la minceur et au régime dans ces magazines. La transformation du corps, donc le corps qui se mincit, le corps qui se sculpte, et enfin une alimentation santé comme une éthique de vie globale dont le bien-être est un pilier central. Et c'est vraiment quelque chose finalement, là on est vraiment encore, on parle de la santé, on parle de l'alimentation, on parle du sommeil, on parle de tout un tas de choses. Donc, une autre Miss France, et je ne l'ai pas choisie pour rien non plus, Marine L'Orphelin, qui est par ailleurs interne en médecine, ce qui lui confère une forme de légitimité pour parler de l'alimentation et de la santé, qui devient véritablement une voix de relais du programme national nutrition santé. Et là, ici, je vous ai mis une capture écran de son feed Instagram. On voit donc le sport, on voit également des citations. Les citations libérales font partie
aussi bien également du bien-être, on voit des régimes alimentaires, c'est tout un style de vie. Ce qu'on voit dans tous ces nouveaux prescripteurs en alimentation, santé et bien-être qui pullulent sur les réseaux sociaux, donc là, je vous ai mis des personnes qui ont plus de 800 000, 900 000 followers sur les réseaux sociaux, c'est que le bien-être est ici souvent individualisé, vu comme une dimension émancipatrice et une dimension essentielle à l'accomplissement de soi. Et là, dans tout ce qui est promu ici, c'est que le bien-être devient une condition au bonheur et à la réalisation de soi. Alors tout ça, ça interroge sur la multiplicité de ces discours, sur ce qui est promu, sur ce qui est porté. Et c'est ce que je vous disais, en fait, dans les discours de marque, ce qu'on voit, c'est que le bien-être en tant que tel est vraiment vu comme une dimension plutôt immatérielle, donc transcendantale, une manière de s'accomplir, et une dimension véritablement autocentrée. Le bien-être ne se partage pas, le bien-être est souvent individualisé et personnel. Donc ça, c'est vraiment les déterminants communiqués et promus aujourd'hui dans les discours marchands, quelque chose de transcendantal et quelque chose lié à du bien-être global. Ensuite, la dimension individualiste et holistique. Donc, le bien-être est promu comme une dimension individuelle et individualiste, une vision très libérale du bien-être, où chacun est responsable de son bien-être. Il y a une forme de responsabilisation individuelle, et ça nous ramène à la phrase que je vous ai citée tout à l'heure lorsque je vous parlais d'Alims, si c'était à refaire, je referais autrement. Parce que cette responsabilisation individuelle, ce qu'elle fait apparaître aussi dans un contexte, par exemple, de maladie, c'est une forme de culpabilisation. Et le bien-être est promu comme multidimensionnel. Si je regarde, je vous ai remis Laurie Tillman, que je n'avais donc pas choisi pour rien, puisque en ce début d'année, elle fait la couverture de Elle Nutrition. Elle fait la couverture de Elle Nutrition en promouvant un art de vivre global, puisque la santé par les aliments, nos 50 recettes pour se rebooster le corps, mais pas seulement, l'esprit également. Donc, ça nous interroge aujourd'hui sur le bien-être. Le bien-être, qu'est-ce que c'est finalement? Est-ce que c'est une possibilité, quelque chose auquel on peut accéder? Est-ce que c'est un droit législatif, institutionnel? Ou est-ce une injonction aujourd'hui d'être bien? Alors, la notion d'injonction, elle a été discutée dès le début des années 2010 par de nombreux chercheurs. Et en 2019, Benoît Heilbrun a publié un ouvrage qui s'appelait « L'obsession du bien-être ». Oui, justement, il parle de ce bien-être aujourd'hui promu partout dans les discours marchands, promu généralement comme une dimension individualisée et individualiste, et il dit, bien que se présentant comme une reconnexion à soi, le bien-être symbolise en réalité une sorte de déliaison qui remet en cause le principe même d'individualisation. Ainsi se pose véritablement la question, lorsqu'on parle de bien-être, est-ce qu'on parle d'une possibilité de bien-être, un droit au bien-être ou une injonction au bien-être? Je vous remercie pour votre attention.